Nivernais, pays de vignobles, aux horizons vallonnés, où paissent de blancs troupeaux. La Loire, sous un ciel opalin, sur des sables dorés, écoule son onde pure, contournant les verdures. Sur les rives ligériennes s'élevait jadis une bourgade appelée Serres, la ville au soleil. Elle est devenue la Charité, en hommage à cette vertu pratiquée par les moines fondateurs du monastère. Un pont de pierre relie le pays nivernais au Berry, situé au-delà de l'île, constituant le faubourg. À la pointe de l'île, un camping ombragé, délimité par des haies de Troène, permet aux campeurs de conserver une certaine intimité. Chaque année, un concours de tentes fleuries provoque une vive émulation et plonge souvent le jury dans la perplexité. Alors, et puis vous savez, elle a des attitudes. Les sportifs, calmes ou aventureux, trouvent ici matière à satisfaire leurs aspirations. Ne vous moquez pas, il faut bien débuter. Pour qui aime l'eau et le soleil, que rêver de mieux? Point de besoin d'aller bâtir des châteaux en Espagne. Revenons sur le pont de pierre. La riche palette des toits de la Charité alterne heureusement les rouges de la tuile et les bleus de l'ardoise. Comment ne pas évoquer le temps où un musicien ambulant promenait en ces lieux un orgue de barbarie égrenant sa rengaine? La ville est calme. Et les charitois y vivent au rythme de leurs occupations quotidiennes. L'ancienne chapelle des mariniers nous rappelle qu'au siècle dernier, la Loire étant navigable, la Charité était un important relais de bateliers. La rue du Grenier à Sel nous replonge aussi dans le passé, ainsi que l'ancienne aumônerie,
avec son puits à 2 étages. Rue des Chapelains, l'ancien pressoir du prieuré. La pierre n'a pas résisté aux épreuves du temps, mais la grille de la cave est demeurée solide. Maison du XVe siècle, rue de la Sabotée. Depuis 1624, date de sa fondation, cette chapelle eut des destinées diverses. L'escalier, dit des 84 marches, nous permet d'accéder au quartier Saint-Jacques, où demeuraient jadis les Guétraux, vignerons francs-viveurs. La croix Saint-Vincent et la salle des fêtes. Ancienne halle au grain, elle avait été aménagée en respectant la remarquable charpente, puis décorée par le peintre Féguide de tableaux retraçant l'histoire de la charité. Parmi ces tableaux, celui-ci évoquait le grand incendie de 1559. Ironie du sort, c'est également un incendie qui anéantit cette salle des fêtes. Elle vient d'être restaurée dans les règles de l'art. Rue Sainte-Anne, échoppe du XVIe, dans le style roman. Ce Saint-François d'Assise est le seul vestige du couvent des Récollets. Ici s'élevait l'église Saint-Pierre, fondée en 1202. Un bazar a pris sa place. Par opposition au quartier que nous venons de visiter, la Nationale 7, qui traverse la Charité, lui apporte l'agitation de nos temps modernes. Près de la place des Pêcheurs, la maison du Sabotier, datant du XVIe, a été classée par les Beaux-Arts. Dans la Grande Rue, porte du prieur de la Madeleine. L'hôtel de ville présente à son balcon les armes de la charité. Chaque semaine, cette place devient le pôle d'attraction des habitants de la Charité et de ceux des environs. Une livre et demie, hein. Une livre et demie. Ça y est, madame, je suis à vous tout à l'heure. Alors, oui. Au Moyen Âge,
La Charité était une importante place fortifiée. Mais laissons la parole à un érudit local. Le pont de pierre actuel a remplacé en 1520 l'ancien pont de bois. La porte de la Marche au sud fut détruite en 1789. Sur son emplacement est édifié le monument rappelant le siège mené par Jeanne d'Arc en 1429. Disparut aussi l'église Saint-Pierre, de même que la porte de Paris dont il ne subsistait en ce début de siècle que 2 piliers. Aujourd'hui, seule la tour de Barbie restaurée témoigne des anciennes fortifications étroitement imbriquées à la cité. La tour Sainte-Bobine, rue des Fossés, la tour du Prévost dans le quartier de la Brèche, rue Sainte-Anne, tourelle d'une maison romane du début du XIIe siècle, vestige d'une seconde enceinte protégeant le prieuré. Les tours de Cuffy des Espagnols, Périnégressart et Jeanne d'Arc occupent le côté nord des fortifications. La tour de Cuffy est aujourd'hui envahie par le lierre. Elle présente une porte surmontée d'un gable du XIVe siècle. La tour des Espagnols doit son nom à la détention de prisonniers capturés en 1643, à la bataille de Rocroi. Nous sommes au second étage, voûté en coupole et restauré à la fin du XVIe siècle. L'escalier très étroit est logé dans l'épaisseur du mur afin de ne permettre que le passage d'une seule personne à la fois. Il débouche sur une terrasse. Au premier étage, les murs massifs résistèrent en 1429 aux multiples assauts que livra Jeanne d'Arc. Autrefois échauguettes, on déversait en ce lieu le plomb fondu et l'huile bouillante. Au début du XVe siècle, un aventurier, Périnégressart, offrit ses services pour la défense du monastère. Allié à Philippe le Bon et aux Anglais, il combattit Charles VII et fut l'artisan de la défaite de Jeanne d'Arc. Ce mur d'enceinte a disparu. Il a fait place au parc Adam. La statue de l'Aurore, par le sculpteur charitois Descon-Cormier, précède une allée de tilleuls centenaires. L'ensemble des fortifications érigées vers 1164 fut de nombreuses fois restauré au cours de la guerre de Cent Ans et des guerres de religion. La tour Jeanne d'Arc défendait les fortifications nord de la Charité. Ce plan nous montre le prieuré et l'église, dont la façade comportait 2 clochers. Un seul subsiste de nos jours, celui de la tour Sainte-Croix. Ces arcatures quintilobées donnent à l'édifice une note arabe. Ces motifs nous sont parvenus de Perse par Rabat et Tolède, où les découvrirent les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Fille aînée de Cluny, l'église avait à l'origine une longueur de 122 mètres. La cour Sainte-Croix est constituée par une partie de l'église non restaurée à la suite de l'incendie de 1559. Ce portail ogival flamboyant, érigé par Jean de la Madeleine de Ragny, prieur de la Charité, a remplacé au début du XVIe siècle le portail roman d'origine. Cette maison, détruite en 1927, a permis de découvrir l'admirable tympan roman de 1130 qu'elle cachait. Il est à la glorification de la Vierge avec son intercession auprès du Christ qui sur ses instances bénit le nouvel édifice. Au linteau, Annonciation, Visitation, Nativité, Annonce au berger. Cette boutique dissimulait la base de la 2e tour de la façade. Sa disparition a mis à jour ce portail gothique du XIVe siècle.
Le clocher octogonal de la Bertrange, ainsi nommé parce que sa massive charpente est constituée par des chênes provenant de la forêt du même nom, coiffe la croisée du transept. Il présente sous les arcs quintilobés 28 statues d'apôtres et de prophètes. L'abside, en hémicycle, date des environs de 1120. Toujours garnie d'arcs quintilobés, elle présente des chapiteaux finement ciselés. La nef, de 27 mètres de hauteur, rejoint un transept de 36 mètres de long. À elle seule, cette nef mesurait 70 mètres de longueur. Le buffet d'orgue, en chêne sculpté, a environ 2 siècles. Un organiste qui a voulu garder l'anonymat va improviser pour nous sur des thèmes plain-chant et grégoriens. Ce rétable, datant de 1624, surmontait autrefois le maître-autel qui se trouvait sous la coupole. À l'origine, ce tympan surmontait un des 5 portails de la façade. Il représente la scène de la Transfiguration. Au centre, le Christ bénissant. À ses côtés, Élie et Moïse. Et les apôtres Pierre, Jean et Jacques. La scène de gauche du linteau représente l'adoration des mages aux 3 âges de la vie. L'enfant Jésus a été décapité, mais le nain crucifère subsiste. La Vierge est assise sur une chaise dont on remarquera la finesse du canage. Saint Joseph est debout, appuyé sur un bâton. La scène de droite évoque la présentation au temple. L'enfant Jésus est présenté à Siméon par la Vierge et Saint Joseph donne en offrande 2 colombes. La chapelle des fonts baptismaux date du début de la construction de l'église. C'est une ancienne absidiole. Les chapiteaux sont peu ouvragés. La sculpture n'a que peu de relief. Ancienne absidiole nord, cette chapelle date aussi de la première construction. Les colonnes torses nous conduisent vers une rangée de chapiteaux dont la sculpture est déjà beaucoup plus affirmée. L'église de la Charité comporte plus de 450 chapiteaux, marquant nettement l'évolution de la sculpture durant les 70 années de la construction. L'abside comporte 8 colonnes surmontées chacune d'un animal fantastique constituant un bestiaire. Pour les symbolistes, le Christ, ici l'agneau, unifie les peuples les plus divers par la pureté de sa doctrine. Datant de 1662, ce Christ provient de la chapelle de l'ancien couvent des Bénédictines. Au XIVe siècle, l'une des 5 chapelles romanes a été transformée en cette chapelle gothique, plus vaste. Cour du prieuré, la tour heptagonale du logis du prieur. Escalier à vis, accédant par de belles portes du XVIe siècle aux différents étages. À l'arrière de cette tour, le balcon du prieur présente des meneaux de pierre finement sculptés. Dans l'ancien prieuré, escalier Louis XIV en fer forgé. Du XIIIe siècle, le cellier et grenier à grains des moines. Entre 2 contreforts, s'est blotti l'échoppe du cordonnier. Cet ancien cellier possède un remarquable pignon accroché. Escalier roman de l'ancienne hôtellerie du prieuré. En 1792, vendu comme bien national, l'ancien prieuré a été dispersé en propriété particulière.
L'ancienne porterie est devenue ce café. On y découvre, curieusement bariolées, des consoles sculptées aux armes du monastère et du prieur de la Madeleine. Dans ce grenier, on retrouve les chapiteaux de l'ancienne seconde travée nord de la nef. Cette colonne trapue soutient l'ensemble de la charpente du cellier. L'incurie des hommes a parachevé les ravages des guerres. Pampres et grappes de raisin décorent la cheminée d'une maison d'anciens vignerons. Jadis, la Charité était un important relais de batellerie. Cette cheminée nous le rappelle. Sa plaque à feu est aux armes des deux Clèves. Ici, les pierres parlent du passé. Rue des Chapelains. Le musée nous attend. Soyez les bienvenus dans notre musée de la Charité. Voici déjà quelques armes dont certaines datent de l'époque de Jeanne d'Arc. Ces boulets de pierre furent utilisés au cours des sièges que subit la Charité. Dans cette salle, une importante collection de faïences provenant des différentes manufactures renommées. Jadis, la Charité possédait sa verrerie. Ici, 2 cannes de verre qui sont un témoignage de la fabrication de l'époque. Un artiste charitois s'est amusé à reconstituer une revue de la Grande Armée. Ce sabre, lui, est vénérable, car il fut à Wagram et à Austerlitz. Ce mousquet doré a été légué par Édouard Grasset, consul de France à Corfou. Divers ustensiles typiquement nivernais. Ce sarcophage mérovingien faisait partie d'un cimetière monacal. Remarquable rang d'escalier étageant des pièces archéologiques provenant du prieuré. Au premier étage, parmi divers tableaux, une ardoise découverte dans cette même maison, dite maison Adam, et présentant des signes ésotériques maçonniques. Nous voici devant une collection de bonnets et vêtements anciens, nivernais et berrichons. Du 8e siècle avant Jésus-Christ, cette plaquette assyrienne recouverte d'écritures cunéiformes. Ces assignats semblent laisser rêveur Victor Hugo, sculpté par Pinat. Alfred Pinat, né à Milan en 1887 et décédé près de la Charité en 1966, était élève de Rodin. Il nous laisse de remarquables sculptures. Lauréat d'un concours international pour l'érection d'un monument à la mémoire de Dante, Pinat présenta ce projet en cire. Les événements de 1940 ne permirent pas sa réalisation. Les amoureux du passé trouvent à la Charité matière à satisfaire leur rêve de collectionneur. Plaque à feu aux armes d'un ancien prieur, Colbert, fils du ministre. Cette antique voile provient de la lingerie d'un château. Il en existe de nos jours un semblable, encore en activité, chez cette repasseuse charitoise.
voici Jean, le limonadier, 2,4 mètres. Il considère toute chose de très haut. Artisan en voie de disparition, le sabotier. L'équarrissage consiste au dégrossissement du quartier qui a été taillé dans la bille. On engage les sabots dans la tailleuse par paire, car ils vont être taillés symétriquement. Et le modèle est reproduit par la tailleuse sur les 2 quartiers que l'on a mis dans la machine. Ils sont maintenant introduits dans la creuseuse pour leur donner la forme intérieure guidée par un modèle. Les sabots vont être terminés à l'aide du parloir maintenant. Et maintenant on passe à la finition intérieure qu'on appelle le repassage. Les sabots fabriqués par Gaston, c'est Aimé qui détermine les décors. Contrairement au dicton, ce ne sont pas les sabotiers les plus mal chaussés. Mélomane averti, Aimé a une passion. Il collectionne les instruments de musique nivernais et les entretient avec amour. La vielle à roue est équipée de cordes mélodiques et de cordes bourdon. Une boîte à clavier contient les sauteraux par lesquels les cordes mélodiques sont attaquées. L'accord s'obtient en tendant les cordes à l'aide de chevilles. Une manivelle actionne une roue sur laquelle frottent les cordes. Cette roue colophanée fait office d'archet. De génération en génération, la tradition se perpétue heureusement. Jugez-en. Alors à toi. Non, non, pas comme ça. Plus saccadé. Tu vois? Les doigts habiles d'André, le potier, la glaise se transforme au gré de l'inspiration de l'artiste. Multiplicité des formes. Après passage au four, tous ces objets viendront agrémenter notre vie quotidienne. En Nivernais, les gastronomes trouveront de quoi satisfaire leur gourmandise. Le jambon sec et saucisson du Morvan, le saumon de Loire, les petits canards des îles, la pièce de Charolais et les légumes du pays, sans compter le poulet au pouilly, à la préparation duquel nous allons vous initier. Vous découpez tout d'abord votre poulet cru. Vous faites revenir les morceaux à feu vif dans la sauteuse. Vous y ajoutez quelques échalotes, une pointe d'ail et ensuite la farine que vous mélangez. Lorsque le roux est blond, vous arrosez de cognac et vous flambez. Ici intervient le vin de Pouilly.
On complète alors la préparation par l'adjonction d'un fond brun à base de tomates. Dressé sur un plat et saupoudré de persil haché. La Charité-sur-Loire exerce sur les artistes un attrait particulier. Parmi les nombreux peintres qui se sont laissés séduire, une femme, Erna, qui après avoir planté son chevalet en divers endroits de l'île, s'y est définitivement fixée. Et de la fenêtre de son atelier, elle peint désormais la charité en toute saison. Peut-être comme nous aurez-vous la chance de rencontrer les sonneurs de trompe de chasse du relais Bellary. À l'heure où le soleil se couche, la Loire ruisselle dans un écrin d'or et de pourpre. À l'image de ces eaux tumultueuses, les siècles ont passé, mais la Charité-sur-Loire demeure, inoubliable.